Stendhal, Le Rouge et le Noir, Chronique du IIe siècle, 18, livre 1er, chapitre 17. Le premier adjoint. Oh, how this spring of love ressembleth. The uncertain glory of an April day. Which now show all the beauty of the sun. And by a cloud takes all away. Two gentlemen of Verona. Un soir au coucher du soleil, assis auprès de son ami, au fond du verger, loin des importuns, il rêvait profondément. Des moments si doux, pensa-il, dureront-ils toujours? Son âme était tout occupée de la difficulté de prendre un état, il déplorait ce grand accès de malheur qui termine l'enfance et gâte les premières années de la jeunesse peu riche. Ah! S'écria-t-il, que Napoléon était bien l'homme envoyé de Dieu pour les jeunes Français. Qui le remplacera? Que feront sans lui les malheureux, même plus riches que moi, qui ont juste les quelques écus qu'il faut pour se procurer une bonne éducation, et pas assez d'argent pour acheter un homme à 20 ans et se pousser dans une carrière? Quoi qu'on fasse, ajouta-t-il avec un profond soupir, ce souvenir fatal nous empêchera à jamais d'être heureux. Il vit tout à coup Madame de Rênal froncer le sourcil, elle prit un air froid et dédaigneux, cette façon de penser lui semblait convenir à un domestique. Élevé dans l'idée qu'elle était fort riche, il lui semblait chose convenue que Julien l'était aussi. Elle l'aimait 1000 fois plus que la vie et ne faisait aucun cas de l'argent. Julien était loin de deviner ses idées. Ce froncement de sourcils le rappela sur la terre. Il eut assez de présence d'esprit pour arranger sa phrase et faire entendre à la noble dame, assise si près de lui sur le banc de verdure, que les mots qu'il venait de répéter, il les avait entendus pendant son voyage chez son ami le marchand de bois. C'était le raisonnement des impies. Eh bien, ne vous mêlez plus à ces gens-là, dit Madame de Rênal, gardant encore un peu de cet air glacial qui, tout à coup, avait succédé à l'expression de la plus vive tendresse. Ce froncement de sourcils, ou plutôt le remords de son imprudence, fut le premier échec porté à l'illusion qui entraînait Julien. Il se dit, elle est bonne et douce, son goût pour moi est vif, mais elle a été élevée dans le camp ennemi. Ils doivent surtout avoir peur de cette classe d'hommes de cœur qui, après une bonne éducation, n'a pas assez d'argent pour entrer dans une carrière. Que deviendraient-ils, ces nobles, s'il nous était donné de les combattre à armes égales? Moi, par exemple, maire de Verrières, bien intentionné, honnête comme l'est au fond monsieur de Rênal. Comme j'enlèverais le vicaire, monsieur Valenod et toute leur friponnerie. Comme la justice triompherait dans Verrières. Ce ne sont pas leurs talents qui me feraient obstacle. Ils tâtonnant sans cesse. Ce froncement de sourcils, ou plutôt le remords de son imprudence, fut le premier échec porté à l'illusion qui entraînait Julien. Il se dit, elle est bonne et douce, son goût pour moi est vif, mais elle a été élevée dans le camp ennemi. Ils doivent surtout avoir peur de cette classe d'hommes de cœur qui, après une bonne éducation, n'a pas assez d'argent pour entrer dans une carrière. Que deviendraient-ils, ces nobles, s'il nous était donné de les combattre à armes égales? Moi, par exemple, maire de Verrières, bien intentionné, honnête comme l'est au fond monsieur de Rênal. Comme j'enlèverais le vicaire, monsieur Valenod et toute leur friponnerie. Comme la justice triompherait dans Verrières. Ce ne sont pas leurs talents qui me feraient obstacle. Ils tâtonnant sans cesse. Julien n'osa plus rêver avec abandon. Plus calme et moins amoureux, il trouva qu'il était imprudent d'aller voir Madame de Rênal dans sa chambre. Il valait mieux qu'elle vînt chez lui, si un domestique l'apercevait courant dans la maison, 20 prétextes différents pouvaient expliquer cette démarche. Mais cet arrangement avait aussi ses inconvénients. Julien avait reçu de Fouqué des livres que lui, élève en théologie, n'eût jamais pu demander à un libraire. Il n'osait les ouvrir que de nuit. Souvent il eût été bien aise de n'être pas interrompu par une visite dont l'attente, la veille encore de la petite scène du verger, l'eût mis hors d'état de lire. Il devait à Madame de Rênal de comprendre les livres d'une façon toute nouvelle. Il avait osé lui faire des questions sur une foule de petites choses, dont l'ignorance arrête tout court l'intelligence d'un jeune homme né hors de la société, quelque génie naturel qu'on veuille lui supposer.
Cette éducation de l'amour, donnée par une femme extrêmement ignorante, fut un bonheur. Julien arriva directement à voir la société telle qu'elle est aujourd'hui. Son esprit ne fut point offusqué par le récit de ce qu'elle a été autrefois, il y a 2000 ans, ou seulement il y a 60 ans, du temps de Voltaire et de Louis XV. À son inexprimable joie, un voile tomba de devant ses yeux, il comprit enfin les choses qui se passaient à Verrières. Sur le premier plan parurent des intrigues très compliquées ourdies, depuis 2 ans, auprès du préfet de Besançon. Elles étaient appuyées par des lettres venues de Paris, et écrites par ce qu'il y a de plus illustre. Il s'agissait de faire de M. de Moirod, c'était l'homme le plus dévot du pays, le premier, et non pas le second adjoint du maire de Verrières. Il avait pour concurrent un fabricant fort riche, qu'il fallait absolument refouler à la place de second adjoint. Julien comprit enfin les demi-mots qu'il avait surpris, quand la haute société du pays venait dîner chez M. de Rênal. Cette société privilégiée était profondément occupée de ce choix du premier adjoint, dont le reste de la ville et surtout les libéraux ne soupçonnaient pas même la possibilité. Ce qui en faisait l'importance, c'est qu'ainsi que chacun sait, le côté oriental de la grande rue de Verrières doit reculer de plus de 9 pieds, car cette rue est devenue route royale. Or, si M. de Moirod, qui avait 3 maisons dans le cas de reculer, parvenait à être premier adjoint, et par la suite maire dans le cas où M. de Rênal serait nommé député, il fermerait les yeux, et l'on pourrait faire, aux maisons qui avancent sur la voie publique, de petites réparations imperceptibles, au moyen desquelles elles dureraient 100 ans. Malgré la haute piété et la probité reconnue de M. de Moirod, on était sûr qu'il serait coulant, car il avait beaucoup d'enfants. Parmi les maisons qui devaient reculer, 9 appartenaient à tout ce qu'il y a de mieux dans Verrières. Aux yeux de Julien, cette intrigue était bien plus importante que l'histoire de la bataille de Fontenoy, dont il voyait le nom pour la première fois dans un des livres que Fouquet lui avait envoyés. Il y avait des choses qui étonnaient Julien depuis 5 ans qu'il avait commencé à aller les soirs chez le curé. Mais la discrétion et l'humilité d'esprit étant les premières qualités d'un élève en théologie, il lui avait toujours été impossible de faire des questions. Un jour, Madame de Rênal donnait un ordre au valet de chambre de son mari, l'ennemi de Julien. « Mais, madame, c'est aujourd'hui le dernier vendredi du mois, répondit cet homme d'un air singulier. « Allez, dit Madame de Rênal. »« Eh bien, dit Julien, il va se rendre dans ce magasin à Foin, église autrefois, et récemment rendue au culte, mais pourquoi faire? Voilà un de ces mystères que je n'ai jamais pu pénétrer. C'est une institution fort salutaire, mais bien singulière, répondit Madame de Rênal, les femmes n'y sont point admises, tout ce que j'en sais, c'est que tout le monde s'y tutoie. Par exemple, ce domestique va y trouver Monsieur Valenod, et cet homme si fier et si sot ne sera point fâché de s'entendre tutoyer par Saint-Jean, et lui répondra sur le même ton. Si vous tenez à savoir ce qu'on y fait, je demanderai des détails à Monsieur de Maugiron et à Monsieur Valenod. Nous payons 20 francs par domestique afin qu'un jour il ne nous égorge pas. Le temps volait. Le souvenir des charmes de sa maîtresse distrayait Julien de sa noire ambition. La nécessité de ne pas lui parler de choses tristes et raisonnables, puisqu'ils étaient de partis contraires, ajoutait, sans qu'il s'en doutât, au bonheur qu'il lui devait et à l'empire qu'elle acquérait sur lui. Dans les moments où la présence d'enfants trop intelligents les réduisait à ne parler que le langage de la froide raison, c'était avec une docilité parfaite que Julien, la regardant avec des yeux étincelants d'amour, écoutait ses explications du monde comme il va. Souvent, au milieu du récit de quelque friponnerie savante, à l'occasion d'un chemin ou d'une fourniture, l'esprit de Madame de Rênal s'égarait tout à coup jusqu'au délire. Julien avait besoin de la gronder, elle se permettait avec lui les mêmes gestes intimes qu'avec ses enfants. C'est qu'il y avait des jours où elle avait l'illusion de l'aimer comme son enfant. Sans cesse n'avait-elle pas à répondre à ces questions naïves sur 1000 choses simples qu'un enfant bien né n'ignore pas à 15 ans. Un instant après, elle l'admirait comme son maître. Son génie allait jusqu'à l'effrayer, elle croyait apercevoir plus nettement chaque jour le grand homme futur dans ce jeune abbé. Elle le voyait pape, elle le voyait Premier ministre comme Richelieu.
Vivrai-je assez pour te voir dans ta gloire, disait-elle à Julien, la place est faite pour un grand homme, la monarchie, la religion en ont besoin.